Il est 13 h sur RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres de ce journal. 10 membres du gouvernement ont été faits commandeurs dans divers ordres ministériels et spécifiques par la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri-Diabaté. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution à Abidjan. Il s'agit de distinctions qui font la promotion du mérite et de l'excellence. Au moins 25 000 logements décents et écologiques sortiront de terre dans le district d'Abidjan. Elles seront adaptées aux conditions climatiques de la ville d'Abidjan. La première phase de 3 000 logements sera lancée avant la grande opération de 20 000 habitats pour tous les Abidjanais. 10 ans, sauver le Gabon du chaos. Il y a 2 ans, le lieutenant Kelly Ondo et ses complices avaient appelé à un soulèvement populaire. Comparaissant devant la cour militaire spéciale depuis jeudi, les militaires sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Voilà pour les titres. Pour un meilleur développement local, le chef du gouvernement a eu hier jeudi à Abidjan une réunion de prise de contact avec les 14 ministres gouverneurs des districts autonomes. Les échanges ont porté sur des sujets relatifs à l'exercice de leur mission. Le Premier ministre Patrick Achi les a ensuite exhortés à partager une vision, celle de se rapprocher, sinon de rapprocher le développement au plus près des populations. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Les 14 nouveaux ministres gouverneurs de district étaient ce jeudi à la primature. Ils sont venus prendre langue avec le chef du gouvernement sur la mission à eux confiée. Le Premier ministre a décliné sa vision de la fonction de ministre-gouverneur en exprimant les préoccupations du chef de l'État quant au rôle que chacun de nous devrait pouvoir jouer pour la promotion de chacun de nos districts et surtout pour l'intégration de cette vision dans une Côte d'Ivoire en plein épanouissement. Nous avons tenu à exprimer notre détermination à œuvrer, à jouer le rôle de curseur entre les populations, les chefs de l'État, le gouvernement et le Premier ministre, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire progresse de façon remarquable. Le Premier ministre a exhorté les ministres-gouverneurs à l'excellence de la tâche. Les personnes comme vous, qui êtes des personnes de terrain, sont des sources immenses d'expérience et d'enrichissement sur le travail qu'on fait. Les attentes des populations vis-à-vis de vous vont être très grandes, comme de nous d'ailleurs, donc il va falloir qu'on aille vite. C'est le 18 juin dernier que le chef de l'État a procédé à ces nominations. Elles font suite à la création de 12 nouveaux districts autonomes. Un nouveau découpage territorial qui vise le développement et le progrès social dans des aires géographiques beaucoup plus étendues. Et je vous le disais en titre, il y a quelques instants, la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, a procédé hier jeudi à la distinction de 10 ministres au grade de commandeur dans les ordres spécifiques qu'ils président ou coprésident. Ces ministres, 6 hommes et 4 femmes, ont été choisis par le président de la République et le Premier ministre Patrick Achi. Le film de la cérémonie de distinction avec Sidonie Davila. La nation ivoirienne récompense leur mérite. Ce sont 10 ministres, dont 4 femmes et 6 hommes, ayant les portefeuilles de la défense, de la fonction publique, de l'éducation nationale, de la culture, des mines, des affaires maritimes, de la communication et de la solidarité. Ces personnalités ont été élevées par la grande chancelière au grade de commandeur dans les ordres spécifiques. Une fierté pour les récipiendaires. En leur nom, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly, a exprimé toute sa reconnaissance au président de la République ainsi qu'à son Premier ministre pour la confiance. Je voudrais, une fois de plus, vous réitérer nos remerciements les plus affectifs, les plus dévoués. En tant que nouveau membre de droit de ces ordres distinctifs, ces ordres ministériels, nous voudrions vous assurer de notre disponibilité auprès de la grande chancellerie à œuvrer au développement d'une saine émulation d'hommes et de femmes de valeur dans nos différentes corporations, de même qu'au rayonnement et à la renommée de la Côte d'Ivoire, notre cher pays.
Rappelant l'intérêt d'une telle cérémonie, Henriette Dagri-Diabaté souligne que ces différentes distinctions témoignent de la confiance, de la satisfaction du travail accompli. La présente cérémonie vise à vous manifester la solidarité de la Grande Chancellerie dans l'exercice de vos missions respectives. En votre qualité de premier responsable de ces ordres sur le terrain, vous vous trouvez en position de la promotion du mérite et de l'excellence. Je voudrais donc vous exhorter à accorder une attention soutenue à la distinction des acteurs de la chaîne des valeurs de vos ministères respectifs. De l'ordre du mérite maritime, en passant par l'ordre du mérite de la fonction publique, de l'éducation nationale, des mines, de la communication, à l'ordre du mérite de la solidarité et du mérite culturel, ces distinctions ne sont pas seulement des reconnaissances, elles sont des gages de responsabilité et d'excellence dans le travail. Et pour avoir été décorés, les récipiendaires ont exprimé leurs sentiments. Ils ont surtout remercié le chef de l'État et le chef du gouvernement des réactions recueillies par Sidonie Davila. Recevoir la reconnaissance de l'État est assurément un moment de fierté. C'est également donc de la grande responsabilité, puisque nous sommes enfin habilités à décerner des décorations dans les différents ordres respectifs auxquels appartiennent nos différents départements ministériels. Je voudrais, au nom de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, dire que je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne. Et c'est donc avec engagement que je conduirai ma mission au sein de la fonction publique de Côte d'Ivoire pour l'honneur de notre administration publique. Je suis très heureuse de recevoir cette médaille. C'est pour moi une invitation à contribuer à faire rayonner la Côte d'Ivoire pour faire en sorte que l'école ivoirienne soit une école de qualité, une école de mérite dans la transparence et dans l'équité. Alors je suis très content. Dire nos reconnaissances à M. le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette distinction, moi je la considère comme une mise en mission pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons remercier respectueusement Monsieur le Premier ministre Patrick Hachi qui nous a appelés à son gouvernement, ainsi que le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la confiance qui nous a été témoignée et qui nous permet donc d'être aujourd'hui l'objet de cette décoration. Afin de résorber le déficit de l'accès à un toit à Abidjan, un protocole d'accord vient d'être signé par le décret autonome avec un groupe immobilier français. La convention permettra la construction de 28 000 logements décents, modernes et durables dans la capitale économique ivoirienne. Plus de détails avec Mahama Traoré. Une fois achevé, ce logement décent de 4 pièces en cours de construction dans la commune de Marcory sera entièrement équipé avant d'être livré à son futur propriétaire. C'est ce que prévoit l'accord que vient de signer le district autonome d'Abidjan avec le développeur immobilier français Groupe Nout, spécialisé dans la construction de logements modernes, écologiques et durables. La convention porte sur la construction de 28 000 maisons de type R+3 et R+4, dont les coûts varient entre 13 et 25 millions de francs CFA. Aujourd'hui, on doit continuer à optimiser les choses, faire critiquer par les habitants le projet, celui qui est à Treichville et celui qui sera sur le campus du district autonome d'Abidjan, pour qu'on puisse l'améliorer et être certain que ce qu'on propose comme solution sont bien au bon niveau de qualité, de durabilité. 3 000 maisons seront construites dans la première phase du projet. Le district autonome d'Abidjan entend ainsi apporter une réponse au déficit de logement que connaît la capitale économique. Dans toutes les maisons qui seront construites, il y a ce qu'on appelle la pièce en plus. Cette pièce en plus permettra à certains foyers de développer des activités génératives de revenus pour payer les charges de la maison. Nous veillerons strictement à la qualité et au coût des équipements. Le développement de l'urbanisme est un des axes prioritaires de la coopération ivoiro-française. C'est à ce titre que ce projet immobilier bénéficie de l'appui financier de la République française à travers le Fonds d'appui au secteur privé.
Comment garantir la survie du patrimoine national et accroître la compétitivité du transport aérien? La question a été abordée récemment au cours d'une rencontre qui a vu la participation de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire et la fournisseur de services du secteur de l'aviation. Les explications de Lanciné Bakayoko. Aujourd'hui, plus que par le passé, le transport aérien ivoirien est confronté à des problématiques d'exploitation. Des acteurs périphériques et autres sociétés de services qui enregistrent d'énormes bénéfices financiers. Et une compagnie nationale aérienne qui accumule déficit sur déficit, 79 milliards en 2018, 48 milliards en 2020. Il est impératif de trouver des solutions appropriées pour un partage équilibré des bénéfices de l'activité entre les acteurs et renforcer le pavillon local qui doit être une fierté nationale. Cette rencontre de réflexion vise donc à explorer les pôles de compétitivité des différents segments d'activité liés au transport aérien. Dans l'optique de pouvoir suivre l'évolution du secteur au cours des prochaines années, nous avons opté à l'Observatoire d'inscrire le secteur du transport aérien au rang de nos centres d'intérêt pour l'analyse sectorielle au titre de l'année 2021. Les premiers éléments de cette analyse sectorielle affichent un retour sur investissement moins rapide qu'espéré au regard des ressources publiques importantes injectées sur la plateforme aéroportuaire. Quelques exemples de travaux réalisés: l'extension des parkings long courriers, la construction d'une dizaine de postes de stationnement d'avions, l'allongement de la piste d'atterrissage de 2700 à 3000 mètres permettant d'accueillir de gros porteurs. Malgré ces performances, de nouveaux défis attendent le gouvernement. Dans cette perspective, nous notons avec enthousiasme les nouveaux travaux d'extension de l'aérogare et d'autres projets annoncés pour un coût de 42 milliards de francs CFA qui devront porter la capacité de trafic à 5 millions de passagers par an. Le trafic à l'aéroport d'Abidjan connaît une dynamique de croissance ces dernières années avec une augmentation du nombre de passagers. 2 millions en 2020, malgré les taux de la pandémie mondiale. Et on se retrousse les manches pour mieux lutter contre la Covid-19. Tout de suite, le point de la situation au 24 juin. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi 35 nouveaux cas de Covid-19 sur 2561 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 138 guéris et 2 décès. À la date du 24 juin 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 48 117 cas confirmés, dont 47 692 personnes guéries, 311 décès et 114 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 696 739. Le 23 juin, 1449 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 738 763 doses administrées. L'orphelinat national de Grand Bassam a abrité une campagne de sensibilisation et de dépistage contre la drépanocytose. L'opération initiée par l'ONG Lanaya et ses partenaires visait à détecter, analyser et traiter les potentiels porteurs de la maladie chez les enfants. Rappelons que 6000 cas sont détectés chaque année à la naissance selon les chiffres du ministère de la Santé. Le reportage de Jean-Marc Yadji. Ce sont plus d'une cinquantaine de filles âgées de 6 à 14 ans qui subissent un prélèvement de sang à l'infirmerie de l'orphelinat national des jeunes filles de Grand Bassam. Toutes pensionnaires de cet institut, elles seront dépistées de la drépanocytose par l'analyse de l'hémoglobine par électrophorèse. Après le prélèvement, nous envoyons l'échantillon au laboratoire central du CHU de Treichville pour faire les examens. La drépanocytose, d'abord, on peut dire que d'abord c'est une maladie héréditaire. Donc il est mieux de faire le dépistage un peu plus tôt pour mieux pouvoir gérer les anémies qui vont en découler. 60 à 70% d'enfants meurent chaque année de la drépanocytose avant l'âge de 5 ans, selon le rapport 2019 du ministère de tutelle. Initiée par l'ONG Lanaya en partenariat avec le Lions Club Strelitzia, cette opération de dépistage vise à réduire ce taux de prévalence. Les orphelinats sont encore au premier plan. Nous avons déjà fait le même dépistage à l'orphelinat de Benjainville, garçon. Et ici, c'est la deuxième fois que nous venons.
Et donc nous venons là pour que les enfants sachent quand même leur type de sang, leur type d'hémoglobine. Des vivres et des fournitures scolaires ont été offerts aux enfants de l'orphelinat de Grand Bassam. Et on se rend maintenant à l'intérieur du pays. L'auteur présumé de l'assassinat à l'arme à feu d'une élève en classe de 3e et candidate au BEPC a été mis aux arrêts par la police nationale. Il s'agit d'un autre élève en classe de terminale. Un meurtre commis dans la nuit du 13 au 14 juin dernier à Ferkessédougou. L'éclairage de Léon Bro. Comme la défunte Adia qui ne passera plus jamais le BEPC, ce jeune homme dans les mailles de la police ne passera pas lui aussi le baccalauréat session 2021. Il va croupir en prison, toujours selon la police qui s'active à le déférer devant la justice pour crime passionnel. C'est lui l'auteur présumé de l'assassinat à l'arme à feu de type calibre 12 dans la nuit du 13 au 14 juin, soit la veille du BEPC, de la candidate Ouattara Adia, pourtant son ex-petite amie. On était ensemble depuis longtemps, depuis 1 an, 3 mois. Maintenant, elle m'a quitté pour un autre gars. Quand on était ensemble, je faisais ses petits besoins parce que je l'aimais beaucoup. Je savais qu'elle allait passer dans une voie. Je suis allé directement là-bas. En même temps, je l'ai vu passer avec un gars. Le gars allait l'accompagner. Et puis, ils sont revenus, repartis encore. Troisième fois, elle est venue seule. C'est là, il a utilisé le fusil, il a tiré sur elle. Son forfait commis, ce présumé assassin réussit à se fondre dans la nature pour trouver refuge dans un village, le temps de fuir en direction d'un pays frontalier. Mais c'est sans compter avec les hommes du commissaire Cambiré, ils vont le cueillir 2 jours seulement après son crime. Il était en train de fuir, donc il a été interpellé dans la nuit du lundi au mardi, vers 4 h du matin, dans un village qu'on appelle Lafunguro. C'est vers Wamenoro. Tout ça, c'est dans la sous-région de Tlouko. Donc, on l'a emmené. Et il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Élève en classe de terminale dans un établissement de Ferkessédougou, le présumé assassin de Ouattara Adia est issu d'une famille de forgerons, donc corrompu à la fabrication et au maniement des armes. Le jour de son crime, il a soutiré ce fusil à son tuteur au prétexte d'une partie de chasse, comme à ses habitudes. Et on en vient maintenant au dossier politique de la rédaction de RTI 1. Face aux attaques répétées contre les positions des forces de défense et de sécurité, le gouvernement reprend sur son dispositif de sécurisation des frontières. Celles du Nord, avec le Mali et le Burkina Faso, sont le plus concernées. Pour mieux lutter contre le terrorisme, le nouvel dispositif sécuritaire met l'accent sur la formation d'un corps d'élite au renseignement. Un pôle d'expertise et de compétences régionales sera également mis au bénéfice de la stabilité de nos États et de la sécurité de nos populations. Un dossier politique signé Gabriel Zani et Abou Sanogo. 13 mars 2016, une fusillade éclate à Grand Bassam, à 30 km d'Abidjan. Le bilan est lourd, 19 morts. Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique la tuerie le même jour. La Côte d'Ivoire venait de connaître sa première attaque terroriste. 4 ans s'écoulent avant que des détonations des armes sèment de nouveau la terreur à Kafolo, nord-est à la frontière ivoiro-burkinabé. Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, 14 soldats ivoiriens tombent sous les balles. Si les terroristes menacent le nord ivoirien, les autorités, elles, repensent la défense de l'intégrité du territoire. Au terme d'un conseil des ministres extraordinaire tenu le 13 juillet 2020, est créée une zone opérationnelle nord entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Depuis le mois de juillet 2020, le gouvernement a en conseil des ministres décidé de la création d'une zone opérationnelle nord basée à Korogo, qui se fragmente, se scinde en 2 zones, zone opérationnelle nord-est et zone opérationnelle nord-ouest. Il s'agit, par la restructuration de la carte militaire et sécuritaire de la Côte d'Ivoire, de se rapprocher au milieu de la conflictualité afin de la combattre efficacement. Cette zone opérationnelle nord n'est pas en surveillance des frontières. Elle a une posture défensive avec une forte capacité de repousser les assaillants. L'idée est d'empêcher toute infiltration des groupes armés sur le territoire national. Cependant, les 2 premières attaques ne restent plus longtemps isolées. Le 29 mars 2021, Kafolo et Kolobodougou, à 60 km au nord-ouest de Téini, faisant frontière avec le Burkina Faso, subissent des attaques simultanées.
La fréquence des assauts contre les positions des forces armées ivoiriennes interroge à l'inquiétude de certains, se mêlent des expressions de combativité des autres. L'État doit prendre des dispositions sévères pour réduire cette insécurité parce qu'on ne peut pas dire dans un pays comme la Côte d'Ivoire, comme donc le nôtre, que l'insécurité va vraiment finir. Selon des avis, la mise à contribution des populations pourrait résoudre grandement la question des infiltrations, sans oublier l'équipement et la formation des FACI, les forces armées de Côte d'Ivoire. Ça nous interpelle déjà à prendre des mesures de sécurité et à commencer par l'implication de la population. Il faudrait que l'État travaille avec la population pour donner des informations sur une quelconque infiltration. Je crois que l'État doit renforcer la sécurité. D'abord au niveau des frontières. On doit être strict à ce niveau-là. Quand tu aimes ton pays, tu ne veux pas que de mauvaises choses arrivent. Donc il faut prendre des hommes d'abord qui aiment leur pays et puis bien formés. Pour la formation des hommes en armes, depuis 2017, l'AILCT, cette Académie internationale de lutte contre le terrorisme, a déjà reçu près de 500 stagiaires ouest-africains. À l'inauguration du centre, le jeudi 10 juin 2021, l'État ivoirien a réaffirmé son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Face à l'urgence et à l'importance de sa mission, l'AILCT n'a pas attendu pour commencer ses activités de formation et de réflexion sur ces trois piliers, puisque près de 500 acteurs de la lutte antiterroriste provenant d'une quinzaine de pays africains ont déjà été formés. L'AILCT doit devenir un pôle d'expertise et de compétences régionales de la lutte contre le terrorisme au bénéfice de la stabilité de nos États et de la sécurité de nos populations. Officialisé en novembre 2017 par le président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, l'AILCT crée par la formation une culture de lutte contre le terrorisme. Nous savons que notre responsabilité est de combattre ensemble cet ennemi commun dont les exactions au Sahel nous concernent directement. Car sur la carte des menaces, le Sahel est la frontière sud de l'Europe et la frontière nord des États du Golfe de Guinée. Comment les empêcher d'importer ici leur stratégie du chaos pour affaiblir les États et soumettre les populations en s'imposant par la violence et l'instrumentalisation des aspirations encore insatisfaites? Nous devons apporter une double réponse. En unissant nos forces, avec l'appui de la France, des Européens, de la communauté internationale, les États de la région doivent intensifier leur coopération militaire, leur coopération sécuritaire et leur coopération judiciaire. Et en agissant avec la même énergie, avec la même exigence sur l'ensemble du spectre du contre-terrorisme. Dans le dispositif sécuritaire contre le terrorisme figurent les forces spéciales, une unité d'élite de l'armée ivoirienne. Le combat contre le terrorisme est réel. Si donc le Nord constitue un enjeu important de sécurité de l'État ivoirien, l'AILCT, selon le Premier ministre Patrick Achi, sera l'avant-garde de la riposte d'une Afrique de l'Ouest libre et consciente, spécialement entraînée et irrémédiablement déterminée à lutter contre les djihadistes, et bien plus maintenant que le retrait de l'opération Barkhane a été annoncé. Voilà, c'était pour vous le dossier politique de la rédaction de RTI 1 consacré à la lutte contre le terrorisme, un dossier à retrouver sur nos canaux d'information. On continue à parler de terrorisme. Les massacres perpétrés par les djihadistes dans la région du Sahel burkinabé se succèdent avec leur lot de pertes en vie humaine. À Ouagadougou, l'inquiétude est grande. La population réclame plus de sécurité pour vaquer à leurs occupations. Une équipe de la RTI était récemment dans la capitale burkinabé. Elle a tenté de mesurer l'impact de la crise sécuritaire aussi bien sur le quotidien des Ouagalais que sur l'activité des opérateurs économiques, ceux qui exercent particulièrement dans le secteur informel sont les plus touchés. C'est le cas pour bon nombre d'Ivoiriens qui résident dans ce pays frère et ami. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-Luc Mangbo et Zakaria Traoré. Ouagadougou, 3 jours après le massacre de Solane, dans la région du Sahel burkinabé, qui a coûté la vie à une centaine de personnes, la capitale vit, comme l'ensemble du pays, son moment de deuil.
Dans les rues, comme dans les grains, les populations sont partagées entre la colère et la peur. Je peux, parce que si ça s'est passé à 300 km, ce n'est pas évident que ça se produise pas ici. On ne souhaite pas. On ne souhaite pas. Depuis 2 ans, il y a certaines villes qui sont sous couvre-feu. Or que nous savons que la nuit, il y a des activités qui se mènent pour le développement de l'économie. C'est-à-dire que l'économie réellement en prend un coup, même l'éducation en prend un coup. Nous avons beaucoup d'écoles fermées, des centres de santé fermés, des fonctionnaires qui n'arrivent plus à exercer correctement dans les différentes localités. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est réellement en sécurité. Nonobstant les efforts que l'armée fait, nonobstant les efforts que le gouvernement fait. Puis massacre de civils depuis l'avènement du terrorisme au Burkina Faso, l'attaque perpétrée contre les populations de la localité de Solane a le don d'irriter certains Ouagalais. On ne peut pas passer tout notre temps à verser des larmes. Il faut courageusement aborder la situation. Il faut courageusement défendre les populations. Éric Djimébi Goli, lui, est un ressortissant ivoirien. Installé à Ouagadougou depuis 2016, il y a exporté le garba ivoirien dans le quartier de la Patte d'Oie. La crise djihadiste qui sévit depuis plusieurs mois au Burkina l'inquiète. Nous ne souhaiterons même pas que ça continue. Bon, par la grâce de Dieu, nous sommes épargnés pour le moment. Mais nous prions le bon Dieu qu'il instaure la paix au Burkina. Que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire, un vœu que Éric partage avec l'ensemble de ses clients. Oui, vivre, bien manger, tout. Voilà, donc, prier le bon Dieu seulement de nous aider. Mettre le bon et sécuriser le pays, tout. La restauration est l'un des principaux secteurs d'activité où exercent les Ivoiriens à Ouaga. Un secteur qui subit les contre-coups des attaques djihadistes, bien que localisé en zone sahélienne. Dans le départ, bien avant que la guerre même commence, on arriva à évacuer assez. Mais bon, avec la guerre là, ce qu'on arrive à évacuer, ce n'est plus assez. Mais bon, on fait avec. En plus de renforcer le dispositif sécuritaire dans la capitale, les autorités burkinabées mènent régulièrement des ratissages dans cette partie du territoire où la spirale de violence djihadiste a fait depuis 2015 plus d'1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés. Retour à présent aux affaires locales avec cette structure de technologie innovante. Le BNET vient de se doter d'un studio de pointe. Il permettra de faire des présentations et des simulations en mode virtuel en 3D. Le film de l'inauguration du studio avec Godefroy Okambawa. En appuyant sur l'écran de cet ordinateur, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, représentant le Premier ministre Patrick Achi, inaugure ainsi un studio de haute technologie en dimension 3D. Baptisé Studio BNET, il est construit sur 200 mètres carrés et composé d'un auditorium, d'une cabine technique et d'une salle d'exposition. Sa particularité est de faire des simulations dynamiques des projets en mode réalité virtuelle. Pour le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, cet outil permettra de répondre aux exigences du marché. Le président de la République a une grande ambition et une grande vision pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et l'utilisation donc de ces nouveaux outils de conception, de suivi et contrôle des travaux nous permettront donc d'accompagner beaucoup plus efficacement donc, le gouvernement dans la mise en œuvre de ce programme de travail. Selon Laurent Tchagba, représentant le Premier ministre, ce studio est une innovation, un outil de développement qui s'inscrira dans l'action gouvernementale. Quand on prend le programme prioritaire de l'État, c'est un ensemble de travaux qu'il faut réaliser sur la période 2021-2025. Lorsque notre ATMO ou bien notre maître d'ouvrage délégué, qu'est le BNET, a un tel équipement qui nous permet de gagner 50% de temps, la réalisation des travaux, du contrôle des travaux, nous pensons que vraiment c'est quelque chose de formidable. En se donnant les moyens d'atteindre ces objectifs, le BNET se veut une référence internationale en termes d'expertise. Et l'ouverture de ce studio s'annonce comme un nouveau challenge pour le BNET au service du développement de la Côte d'Ivoire depuis plus de 40 ans.
Dans l'actualité hors de chez nous, au Gabon, le lieutenant Kaldi Ondo et ses complices comparaissent devant la cour militaire spéciale. Le 7 janvier 2019, un commando dirigé par le lieutenant Kaldi Ondo Obiang avait pris le contrôle de la radio nationale pour diffuser un message sur la prise du pouvoir par un groupe de jeunes officiers. L'intervention des forces loyalistes avait rapidement mis fin à la tentative de coup d'État. Leurs avocats contestent particulièrement la compétence de la cour spéciale militaire. Et puis hors du continent africain, 18 personnes ont perdu la vie et 16 autres ont été blessées vendredi dans l'incendie d'une école d'arts martiaux dans la province du Henan en Chine, ont annoncé les autorités locales. Le sinistre s'est déclaré dans la nuit alors que 34 pensionnaires étaient présents au sein de l'école au premier étage selon des fonctionnaires interrogés par le site Beijing News. Ce journal est terminé. Retrouvez à 20h Kolo Koulibaly. D'ici là, portez-vous bien. Restez sur RTI1.